Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce webinaire spécial mobilisation. En attendant que notre président Pierre-Olivier Variot nous rejoigne, je vous propose de débuter ce webinaire avec l'information que vous avez tous reçue euh, hier. Bonjour à tous, je suis Lucie Hélène Pagnat, directrice générale de l'USPO. Je vous remercie pour votre présence aujourd'hui. Donc notre président va pas tarder à nous rejoindre, il était sollicité sur une réunion qui s'est un peu éternisée. Je vais vous donc parler, en attendant son arrivée, du début de la mobilisation qui a eu lieu et qui a été initiée par l'USPO, euh, que vous avez vu sur nos réseaux, sur le site internet notamment depuis lundi dernier déjà. Donc, je vais vous partager euh, les premiers éléments à date et vous faire un point sur la situation de notre mobilisation. Donc, comme vous l'avez vu, le contexte de cette mobilisation, c'est une incompréhension gouvernementale sur les besoins de l'économie officinale et sur les besoins de notre maillage aujourd'hui. Euh, En effet, comme vous le savez, comme vous avez dû le voir dans nos différentes informations, depuis mi-mai dernier, nous avons la date du 1er juillet comme un couperet de la fin des remises génériques. C'est-à-dire qu'un arrêté a été publié le 6 mai dernier, euh, instaurant la fin de notre plafond de 40% des remises génériques au 1er juillet. Quid du régime après? Pour l'instant, c'est en négociation avec le gouvernement et c'est pour ça qu'on se mobilise. Parce qu'en effet, nous n'avons pas eu à date de réponse et de propositions euh, cohérentes avec les besoins du maillage. Nous n'avons pas eu une écoute suffisamment, on va dire, attentive de la part du gouvernement qui nous a sollicité seulement le 20 juin dernier, alors que l'arrêté avait été publié en mai. Donc, c'est-à-dire que depuis plus d'un mois, l'USPO était en attente d'une concertation intergouvernementale qui n'est arrivée que la semaine dernière. D'où le fait que l'USPO a réuni en urgence un conseil d'administration parce que lors de la réunion de concertation interministérielle qui a eu lieu la semaine dernière, la proposition qui a été faite par le gouvernement est celle de diviser par deux le plafond des remises génériques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes sur un régime avec un plafond à 40% de vos remises sur les génériques et la proposition gouvernementale faite est de diviser par deux celui-ci et donc de tomber à 20%. Proposition inacceptable pour la profession, qui fait que le conseil d'administration de l'USPO a décidé lundi dernier de lancer un mouvement illimité de la grève des gardes, sur lequel vous avez été informés depuis le début de semaine. Notre but, c'est de se faire entendre par le gouvernement qui estime que ces remises doivent être à ce point baissées qu'elles devraient permettre de rétablir ou tout du moins de ne pas engranger une plus grande dette pour l'assurance maladie, alors que comme vous l'avez vu et comme vous l'avez entendu depuis plus d'une semaine maintenant, et notamment cette semaine avec le rapport charge-produit de l'assurance maladie, le déficit de notre assurance maladie est très conséquent. Le ministère cherche à faire des économies, à combler ce déficit. Et en l'occurrence, l'impact pour nos officines découlerait du fait qu'il y ait cette baisse du plafond des remises génériques. Donc cette concertation a très mal débuté la semaine dernière. Nous attendons donc la réunion numéro 2 qui devrait arriver dans les jours à venir. En attendant, nous nous mobilisons. Pourquoi nous nous mobilisons? Parce que une telle baisse des remises génériques impliquerait un impact financier absolument désastreux pour l'économie de bon nombre d'officines. Comme vous le savez aujourd'hui, les remises commerciales sur les génériques représentent environ 30% de votre excédent brut. Ce qui fait que l'abaissement de ce plafond impliquera forcément des difficultés économiques engendrées dans votre activité quotidienne. Et peu importe la typologie de pharmacie que vous représentez. Cela peut toucher une pharmacie rurale comme une pharmacie de ville, dans la mesure où c'est les remises génériques engendrent et font partie intégrante de l'économie officinale aujourd'hui. Ce qui n'a pas été
évident et ce qui n'a pas encore forcément été entendu, c'est le fait de dissocier aujourd'hui la négociation sur les remises génériques de la négociation sur les remises biosimilaires. Aujourd'hui, le gouvernement veut travailler sur une compensation et un équilibrage des remises sur ces deux pans de médicaments distincts, alors que, comme je vous le rappelle, vos remises génériques font partie de l'Observatoire de l'économie de l'assurance maladie. Et donc, nous avons avancé le fait que si l'État baissait le plafond de cette manière, il devrait y avoir une compensation. Donc aujourd'hui, nous en sommes sur cette négociation politique. Pourquoi il faut vous mobiliser? Il faut vous mobiliser parce que l'impact pour le maillage officinal va être désastreux. Il faut que vous mobilisiez vos parlementaires également. Et c'est pour ça que à l'USPO, nous travaillons au fait de pouvoir rapidement solliciter les parlementaires parce que ce sont eux qui connaîtront et qui auront à connaître les difficultés du maillage officinal et les conséquences néfastes qu'auront cet abaissement de plafond des remises génériques sur le maillage territorial, d'une part, mais aussi sur vos équipes. Et on va le voir ensuite. Donc, nous vous avons mis à disposition, comme vous l'avez vu hier, différents outils, à commencer par votre modèle de déclaration de préavis de grève. On a beaucoup de questions là-dessus aujourd'hui. Il est effectivement essentiel que vous vous déclariez individuellement gréviste auprès de votre ARS. Pour ce faire, nous vous avons envoyé dans le Flash Info Mobilisation d'hier un modèle à adapter et à tamponner à l'entête de votre officine pour vous déclarer gréviste. La grève des gardes a été annoncée et diffusée comme telle par l'USPO comme commençant à compter du 1er juillet prochain. C'est-à-dire que les déclarations faites par vous individuellement ou par nos coordinatrices à l'échelon régional font débuter cette grève au 1er juillet prochain. Ensuite, pour vous outiller et pour que vos patients comprennent les difficultés et la pression que l'État met aujourd'hui sur l'officine, nos équipes vous ont préparé différentes affiches pour vos vitrines, pour vos écrans lumineux et votre comptoir, afin que vous puissiez partager avec vos patients les difficultés qui vont arriver. C'est-à-dire que cet impact sur l'économie officinale, cet impact sur l'équipe de l'officine qui va probablement devoir être réduite si effectivement une perte économique est telle pour l'officine qu'on ne peut pas avoir un maintien de la masse salariale dans sa globalité. Il faut que vos patients comprennent que, in fine, cet abaissement du plafond des remises génériques va engendrer de fait des pénuries de médicaments et donc une rupture de parcours de soins pour le patient. L'objectif de santé publique et les missions de santé publique que remplissent aujourd'hui le pharmacien et qui sont essentielles pour notre système de santé en France et pour répondre aux besoins des patients est aujourd'hui mise à mal et même mise en péril par les propositions gouvernementales qui nous sont faites. C'est pourquoi la mobilisation va aussi nécessiter que vous puissiez partager, bien évidemment, avec vos instances, que ce soit la CPAM, votre pharmacien inspecteur ou autre, et vos parlementaires. Il est essentiel que cette mobilisation de terrain que vous menez ait un impact effectivement sur votre coordination de soins via l'ARS et surtout soit entendue à tous les échelons français. N'hésitez pas donc, j'en ai pas, parlé au début bien évidemment, mais je vous invite à, poser vos questions, dans le chat. Charlotte m'aidera à faire une remontée et dès que Pierre-Olivier Variot nous aura rejoints, on pourra également, vous répondre plus amplement sur d'autres éléments. Donc voici l'acte 1, de cette mobilisation initiée par l'USPO sur une grève illimitée des gardes, en attendant que la concertation avec le gouvernement mène à une proposition entendable pour le maillage officinal et surtout cohérente avec les besoins que vous avez et que nous avons au quotidien. Donc, on a déjà eu, et je remercie déjà tous les adhérents qui se sont mobilisés, on a déjà eu des retours de députés et de parlementaires qui vont poser des questions au gouvernement dès la semaine prochaine. Donc, on a besoin de votre mobilisation de terrain auprès des patients et auprès, encore une fois, de vos instances et de vos politiques. Donc, merci beaucoup d'être présents aujourd'hui. On est plus de 250 et donc ça montre que
il y a une vraie mobilisation qui se fait derrière nous pour préserver notre maillage et ça, c'est essentiel et ça ne passera que par votre dynamisme et par l'impact que nous aurons auprès de la profession, auprès du politique, pour préserver notre maillage et l'économie officinale. Je vous présente ensuite, donc ça, c'était l'acte 1. La mobilisation des gardes, c'est l'acte 1 qui a été initié depuis lundi dernier. Un acte 2 qu'il est important pour nous de vous partager, c'est le fait qu'il faut mobiliser vos équipes. Pourquoi? Parce que les répercussions des propositions ministérielles ont un impact sur l'économie, on l'a dit, et donc de fait sur votre euh, dynamique au sein de l'officine. Pourquoi? Parce que les répercussions sociales vont être là. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas forcément maintenir l'intégralité de votre équipe si vous avez une baisse et une fracture au sein de votre génération de remise générique. Donc, il faut que vous incluiez vos équipes pour pouvoir, encore une fois, taper du poing auprès d'autres acteurs. Alors, ça peut vous paraître anodin d'avoir une telle, on va dire, une telle action proposée, mais on vous explique pourquoi. Aujourd'hui, ce n'est pas que vous, titulaire, que vous, adjoint, c'est toute l'équipe officinale qui peut et qui va probablement être touchée. Donc, on vous incite à écrire directement aux instances et notamment au président de la République, au Premier ministre et à la ministre du Travail, afin d'être entendu sur le fait de devoir défendre aujourd'hui un maillage qui est déjà en souffrance, des officines qui ont déjà des problématiques de recrutement. Donc, il ne faut pas affecter l'équipe officinale et amputer les officines aujourd'hui de leurs équipes qui sont performantes et qui sont au plus près des patients et qui sont celles qui répondent aux objectifs de santé publique qui incombent à nos missions. Je vois que Pierre-Olivier nous a rejoint. Oui, bonjour. Alors, je suis désolé pour le problématique. Je pense que la DSS m'a pourri mon informatique et m'a empêché de venir vous voir le plus tôt possible. Je n'ai pas de caméra, je ne sais pas pourquoi, mais au moins je peux vous voir et je peux vous parler. Vous ne me verrez pas. Pour l'instant, Charlotte est en train d'essayer de régler le problème. C'est vraiment dommage que ce soit aujourd'hui, que ce soit comme ça. Mais Bonjour à tous. Et je sais que Lucie-Hélène a commencé de vous dire de vous dire le principal des choses. Je voudrais, avant de continuer sur ce que l'on va faire, juste vous faire un tout petit rappel. Pour ceux qui pensent que c'est quelque chose de récent, l'envie de baisser le plafond des remises génériques. Monsieur de Saint-Martin, qui était ministre du Budget, quand il présente le budget au Sénat, dit on va baisser les remises génériques à hauteur de 100 millions d'euros. Il annonce dès le budget de l'an dernier, enfin le budget de cette année, qui a été voté, certes avec un peu de retard, mais qui a été voté fin d'année dernière. Dans le même temps, peu de temps après, au mois de février, je reçois un mail du cabinet du ministre me disant cette baisse de remise va être faite pour compenser une augmentation des remises sur les biosimilaires. Donc, quelque part, c'était prendre à gauche ce que l'on va donner à droite. Charlotte, j'ai toujours pas de caméra. Hein. Donc, voilà. Donc, moi, on a tout de suite, à l'USPO, réagi. Après, on n'a plus de nouvelles. Donc, on s'est dit que forcément, ça allait peut-être s'améliorer. Là, a priori, pas du tout. Donc, la mobilisation qui a été faite est une mobilisation interprofessionnelle puisque beaucoup de professionnels de santé sont touchés par différentes mesures, étant donné que l'ONDAM a dérapé et que le comité d'alerte vient d'être saisi. D'où la journée de manifestation du mardi prochain qui va se faire en interpro. L'USPO sera présente et l'USPO sera bien évidemment reçue au cabinet du Premier ministre. Non, du ministre de la Santé, pardon. Je pense que la trahison, elle est pour certains professionnels de santé. Pour les pharmaciens, les choses étaient déjà dites. Et je pense que signer un avenant avec aussi peu de certitude ne pouvait que concourir à ce qu'on se fasse allumer méchamment comme on le fait aujourd'hui par la baisse des remises génériques. Le plafond, aujourd'hui, qui est proposé, était de l'ordre de baisser les remises entre 20 et 25% et d'augmenter les remises des biosimilaires au-delà de 15%. Cette baisse de 20% du plafond des remises génériques, passé de 40 à 20, va engendrer à peu près 550 à 600 millions d'euros de pertes pour le réseau pharmacien.
ce qui est intolérable et pas supportable. Déjà que la pharmacie va mal, si en plus on accepte ça, ça va tuer le réseau et il y aura énormément et de licenciements et de fermetures d'officines. C'est pour ça qu'à l'USPO, on a mis en place différentes choses. Alors, on attendait pour pouvoir se concerter avec les différents professionnels, mais bon, ça n'a pas été fait comme ça jusqu'au bout. Il y a la manifestation, il y a une grève des gardes. C'est parti dans le sud de la France et c'est Patrick Raymond, notre président PACA, qui a déclenché ça et qui a été suivi après par différents autres présidents. Et cette grève des gardes fait beaucoup parler. Moi, j'ai tous les journalistes qui m'appellent qui ne me parlent que de ça. Ils ne me parlent pas du 1er juillet, hein. Ils me parlent que de la grève des gardes. D'autre part, ce qui va être fait aussi, c'est qu'il y aura des réquisitions. Mais on se rend compte que certaines ARS déjà réquisitionnent pas tous les jours. On a des remontées de terrain où il n'y aura pas de réquisition en semaine. Il y aura une réquisition que le week-end. Bon, voilà. Pourquoi Eh ben, écoutez, c'est plutôt bien et ça ne fait que renforcer notre mouvement. Entre parenthèses, vous vous affichez bien sur votre pharmacie quelle est la pharmacie de garde prévue au calendrier. Si la pharmacie est gréviste et que l'ARS a pas réquisitionné ou a mal réquisitionné, c'est pas votre problème. Mettez l'affiche comme quoi vous êtes en grève et que voilà, il faut contacter l'ARS ou la CPAM pour avoir la pharmacie de réquisition. Alors, voilà, ça c'est ce qui est fait maintenant. Ensuite, comme vous l'a dit Lucienne, quand j'ai pris le... Alors peut-être que Lucienne, si je fais une redite, tu me dis qu'on perd pas de temps, mais il faut que vous écriviez au président de la République, au Premier ministre, pour leur dire que vous allez avoir des personnels qui vont être licenciés. Alors, vous pouvez bien sûr le faire collectivement ou individuellement et demander aussi à vos équipes de le faire. C'est important. Plus ces gens-là recevront de mails, de courriers, pardon, plus ce sera puissant et mieux ce sera. Donc vous avez tous les formulaires qui vous sont mis à disposition et la possibilité de leur écrire. Le conseil d'administration de l'USPO s'est réuni lundi dernier et a émis plusieurs choses, plusieurs hypothèses d'action encore, dont une qui a été retenue, et je l'ai fait valider hier soir par un pharmacien inspecteur de la santé publique, c'est vous prenez vos 2-3 plus gros prescripteurs, vous créez un nom, prénom de votre prescripteur avec l'adresse qui va bien, et vous mettez le NIR fictif de votre département, et vous envoyez à l'assurance maladie le paiement de la facture avec un NIR fictif. Ce qui va les mettre dans un brouillard énorme, ils ne seront plus en capacité de tirer de statistiques. Par contre, il faut avoir créé au préalable les médecins. Alors, je vous propose de faire une procédure qui vous sera envoyée pour ceux qui le désirent. Enfin, Lucie-Hélène, je ne sais pas comment on pourra communiquer, mais on va la renvoyer aux pharmaciens parce qu'il faut que l'ordonnancier soit bien fait. Et pour que l'ordonnancier soit bien fait, il faut créer un nouveau médecin avec son nom, son prénom, son adresse. Et au lieu de mettre le NIR habituel, vous mettez un NIR fictif. Et de temps en temps, vous faites une ordonnance, ou même tout le temps, au nom de ce médecin, pour dire, ben voilà, ce sera le médecin, ce sera bien le docteur Dupont, mais par contre, avec un NIR qui ne peut pas être rattaché au docteur Dupont pour l'assurance maladie. Moi, j'avais l'idée de dire, chaque fois qu'on a une ordonnance qui est merdique, qui n'est pas valable, on leur fait ça en disant, bah, écoutez, au moins, en plus, on est gentil, on vous indique que l'ordonnance n'est pas valable et allez voir toutes les ordonnances pas valables qu'on traite dans une journée. Mais bon, après, c'est vous qui allez gérer ça comme vous le souhaitez. Le fait de les mettre dans le bleu, ça leur fait peur parce qu'ils n'auront plus aucune statistique à sortir. Et je pense que l'assurance maladie, contrairement à ce qu'elle dit, n'est pas totalement blanche dans l'histoire de la baisse des remises génériques. C'est quelque chose qu'ils ont voulu faire, cette baisse de plafond, et ils en discutent régulièrement. Voilà. Et quand moi j'ai eu le DG de la CNAM au téléphone, il m'a dit « Ah, mais il faut bien qu'on récupère, puisqu'on va faire des baisses de prix, il faut bien qu'on équilibre avec les baisses de remise pour les pauvres industriels, vous comprenez. Et puis après, de me dire, bah, de toute façon, c'est pas moi, c'est la DSS. Bref, donc cette action est une action qui est possible, qui va beaucoup emboliser les services de l'assurance maladie. Voilà, on a une réunion en catastrophe cet après-midi. J'ai reçu hier soir un lien de connexion pour une réunion avec le ministère pour parler des remises.
Donc, je ne sais pas ce qu'ils vont nous dire. Bien sûr, on vous communiquera ce qui aura été dit dans cette réunion dans la foulée. Peut-être juste, puisque je l'ai découvert là récemment, Lucie Hélène, prévoir de te connecter, s'il te plaît, et puis prévoir deux, trois pharmaciens, si jamais on a la capacité de se connecter, si l'informatique ne me joue pas encore défaut. Je ne sais pas ce que tu avais dit encore. On avait évoqué voilà, la mobilisation, le début de la mobilisation, le volet garde, les outils, donc la mobilisation de vos équipes qui est essentielle pour que le grand public, les patients et tous les citoyens soient informés de ce qui se passe réellement au niveau des mesures économiques prises par le gouvernement et qui sont particulièrement attentatoires et qui mettent en péril notre officine. Et ensuite, effectivement, donc, la mobilisation, la manifestation, pardon, interprofessionnelle qui aura lieu mardi prochain à Paris. Donc, comme vous l'avez vu, là, on vous partage le déroulé. Le but de la matinée, et notamment donc du village des professionnels de santé trahis, c'est de discuter avec les parlementaires et de les interpeller sur justement ces positions gouvernementales qui sont absolument inacceptables pour notre réseau d'officines. Donc, on espère avoir beaucoup de parlementaires présents qui nous permettront de poser des questions au gouvernement et d'interpeller d'autant plus fortement la ministre du Travail et de la Santé. La manifestation débutera ensuite à 13 heures pour terminer devant le ministère où l'on espère être reçu par la ministre. Donc ça, c'est l'échéance qui arrive la semaine prochaine sur laquelle vous êtes bien évidemment tous invités à vous mobiliser de la même manière que vos équipes. Et bien évidemment, on vous tiendra au courant de la réunion et des échéances de négociation qui arrivent avec le ministère. En tout cas, sachez que ce matin encore, puisque j'attendais le journal officiel avec impatience, on n'a toujours pas eu l'arrêté de transition. C'est-à-dire que je vous ai parlé tout à l'heure du fait que l'échéance du 1er juillet avait été actée par un arrêté en mai. Le ministère nous a informé qu'un arrêté transitoire serait publié pour étendre l'application du plafond des 40% jusqu'à ce que notre négociation profession-gouvernement aboutisse. On est vendredi, il reste juste la publication de lundi pour que cet arrêté soit diffusé. Sinon, ça veut dire que mardi, le plafond des 40% tombe et qu'on va avoir un mois de juillet durant lequel vos remises génériques vont être fortement mises à mal parce qu'elles pourraient tomber au taux de remise légal. Donc, c'est encore pas du tout diligent de la part du gouvernement à J-3 J-4 pardon, de l'échéance de l'arrêté. En tout cas, voilà, ça nous pose beaucoup de questions et on aura peut-être des réponses cet après-midi. Et vous comprenez bien que négocier dans ces... Enfin, je ne sais pas si ce sera une négociation, parce que cette réunion était vraiment... Voilà, on va vous donner ça. Il n'y a pas de négociation, ce n'est pas une négociation conventionnelle. Mais vous comprenez bien que nous mettre au pied du mur avec la date butoir du 1er juillet est une façon de nous mettre une pression d'enfer. Parce que si on n'arrive pas à se mettre d'accord, ou si on ne dit pas on est OK, au 1er juillet, c'est 2,5 sur les génériques. Donc, on a un gouvernement qui, aujourd'hui, utilise des solutions pour nous imposer certaines choses qui sont pas très jolies et pas très propres. Voilà. Vous comprenez vraiment la colère que l'on a et mais l'impossibilité qu'on a de faire bouger certaines choses dans le temps qu'on a. Alors, on nous parle de grève. Une grève, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Souvenez-vous, quand on a mobilisé le 30 mai, et c'est l'USPO qui l'a fait, donc je vous parle vraiment en connaissance de cause, toutes les assistantes étaient mobilisées, il fallait appeler tous les pharmaciens un par un, savoir que tout le monde serait en grève, parce que quand vous appelez le pharmacien A, il vous dit, moi je suis en grève que si mon voisin est en grève. Et puis quand vous appelez le gréviste, il vous dit, mais il faut aussi que mon autre voisin d'à côté aussi soit en grève. Donc ça fait toute une chaîne de coups de fil à passer, et ça fait toute une chaîne de choses à remonter pour pouvoir que ce soit vraiment efficient. Claquer des doigts en disant, demain on fait grève, c'est sûr que ça ne marche pas. Et la grève, c'est un fusil à un coup. Si on se plante, c'est fini. Déjà que quand on réussit, il y en a certains qui la galvaudent et qui ne s'en servent pas comme une arme et qui signent n'importe quoi. Voilà, donc si vous voulez, on ne peut pas faire une grève comme ça du jour au lendemain et on tombe en plus en plein pendant les vacances, ce qui va poser problème pour l'organisation. Donc il faut impérativement que on puisse préparer d'autres choses. C'est pas parce qu'on fait ça aujourd'hui qu'on ne s'arrêtera pas à la rentrée. Et si jamais il faut encore faire des manifestations à la rentrée, on les fera. Vous inquiétez pas. C'est pas dans l'ADN de l'USPO que de baisser les bras et de s'arrêter. Simplement, le timing fait que on ne peut pas l'organiser aujourd'hui tout de suite. Voilà.
Alors, j'essaye de lire les questions, hein. Alors, quand vous dites dommage que les syndicats ne se coordonnent pas, on s'est coordonné sur la mobilisation de mardi, on était d'accord. Philippe Besset, moi j'ai réuni mon CA lundi matin de cette semaine. On a réuni, lui, il a réuni son CA mercredi. Je n'ai pas communiqué sur ce que l'on mettait en place en attendant qu'ils reviennent vers moi en me disant ben voilà, nous on a décidé ça et ça et ça. Qu'est-ce que tu as décidé et comment on peut se coordonner. Il a sorti sa publication tout seul, dans le dos de tout le monde, y compris dans le dos des groupements. Les groupements marchent avec nous. Les syndicats de groupement, FEDERGI et l'UDGPO marchent avec nous. Il a sorti son papier tout seul dans le dos de tout le monde. Donc maintenant, ben, chacun part tout seul et donne ses actions tout seul. Voilà. Pour ce qui est aussi des envois, parce que j'ai vu que la question avait été posée, on a mis à disposition, ou on va mettre à disposition, un courrier aux parlementaires du CLN. Hein. Il est Alors, terminé. effectivement, le courrier aux parlementaires va être envoyé aujourd'hui à tous les adhérents de l'USPO pour mobiliser sur le territoire. Voilà. Donc ça, quand vous le recevrez, s'il vous plaît, mais je vous le demande vraiment, vraiment solennellement, envoyez-le à tous vos députés et tous vos sénateurs, à tous vos parlementaires. Vous le signez, vous l'envoyez. S'ils en reçoivent 5, c'est pas grave. S'ils en reçoivent 20, c'est encore mieux. Envoyez-le à tout le monde, s'il vous plaît. Et si vous avez des gens particulièrement proches de vous, faites-le aussi. Voilà. Euh, comme je vous dis, là, je vois une question qui dit il va falloir demander des garanties pour ne pas signer dans notre dos. Oui, j'en ai bien conscience. Et ça, on le demande. Mais la dernière fois aussi, on l'a demandé. Hein, où le 30 mai, on était tous dans la rue. C'était une vraie réussite. Et 3 jours après, il signait à son congrès avec Thomas Fatome présent. Donc, si vous voulez, à un moment donné, voilà. Cette unité, on la veut, mais voilà, on essaye de faire ensemble et on essaye d'avancer le plus possible dans l'intérêt de la profession. Je pense que tout le monde a compris que c'était important ce qui se passait et que ça allait dégrader fortement l'économie de l'officine. Donc, je pense que forcément, quand c'est comme ça, tout le monde est aligné. Et je sais que Philippe a promis à certains de ses présidents départementaux de ne pas signer de baisse de plafond de la remise. Voilà. Je pense. Est-ce que Charlotte, tu vois d'autres questions auxquelles on n'aurait pas répondu ou Lucie Hélène? Alors, on a pas mal de questions effectivement sur le fait de pouvoir faire grève avant l'échéance du 1er juillet. Alors ça, c'est plutôt toi qui juridiquement peut nous répondre. Ouais, donc comme je vous l'ai dit, normalement, vous devez faire votre déclaration de préavis individuel et c'est vrai qu'en termes de délai, là, on est déjà en plus vendredi, donc si vous n'avez pas envoyé, un préavis, mini 48 heures, voire mieux, pour sécuriser, en 5 jours et 72 heures avant, c'est pas forcément souhaitable, parce qu'il faudrait pas ensuite que l'ARS, ne puisse pas remonter et ne puisse pas, assurer effectivement la logistique, là-dessus. Donc c'est pour ça qu'on a anticipé, qu'on a fait un début au 1er juillet. Donc vigilance là-dessus. De la même manière, j'ai vu des questions sur, hem, les conditions de réquisition et cetera. Donc opérationnellement, il me semble que, vous devez avoir une réquisition du préfet qui est adressée aux pharmaciens titulaires. C'est une réquisition qui se fait, normalement en personne et qui vous est notifiée en main propre. Donc normalement, la gendarmerie devait être mobilisée là-dessus, via effectivement les services de la préfecture. Ça, c'était pour, Oui, donc voilà, donc sachez qu'en plus, comme je l'ai évoqué au début, l'USPO a fait des déclarations de préavis de grève au nom, au niveau régional, au niveau des ARS. Beaucoup d'ARS ont déjà répondu. Beaucoup nous demandent un estimatif du nombre de grévistes pharmaciens. Donc, on va essayer de leur communiquer, les chiffres que l'on connaît. C'est pour ça que l'on vous indique, lorsque vous faites qu'on vous a mis dans les outils, quand vous faites votre déclaration, de mettre, l'adresse USPO en copie, histoire qu'on puisse voir le nombre de demandes individuelles également réalisées pour suivre cela et informer, si l'on peut, l'ARS, en conséquence. alors, vous imaginez bien que dans les propositions que l'USPO fait, il est important de continuer à être prospectif.
Ils veulent des baisses de prix et nous disons aujourd'hui, les prix sur les médicaments matures, donc les génériques, sont très bas, les plus bas d'Europe, et les baisser, c'est encore signe de risque de rupture chez nous. Ça, c'est une évidence. On a des produits très chers, ces produits qui sont anormalement chers. Eh bien, il faut taper sur ces produits-là pour qui ont des prescriptions qui sont parfois hors du champ de ce qu'ils devraient être et qui coûtent énormément d'argent à l'assurance maladie. Donc, nous, la proposition que l'on fait, c'est de plutôt taper sur ces produits chers, très chers, qui sont dérégulés. Il y a un grand monsieur que moi j'apprécie particulièrement, qui s'appelle Nicolas Revel, qui disait dans une de ses allocutions que les industriels qui produisent des médicaments rentabilisent leurs médicaments au bout de 2 ans. 2 ans. Donc ça veut dire qu'en 2 ans, ils ont rentabilisé toute la recherche, la chaîne de production, et ils sont rentables. Ben, donnez-moi un industriel qui, au bout de 2 ans, a rentabilisé son produit. Que ce soit une télé, une voiture, n'importe quoi, personne ne fait ça. Personne. Donc il faut à un moment donné garder raison ou raison garder et se dire qu'il faut taper sur les bons éléments et pas les mauvais. En plus, aujourd'hui, on est dans une logique de déprescription. Mais on a quand même un outil qui nous tire une balle dans le pied, c'est le 1 euro à la boîte. Plus on dispense de boîtes, plus on a de 1 euro. Et ce 1 euro à la boîte, il présente presque 45% de notre rémunération. Il faut qu'on se décorrèle des volumes. Il faut qu'on arrive à un moment donné où le volume n'est pas source de rémunération pour nous et où on pourra faire notre travail d'alléger une ordonnance sans se dire qu'on se tire une balle dans le pied. Ça, c'est un vrai changement de paradigme. L'USPO a déjà fait un changement en 2017 où on a changé le mode de rémunération pour quitter la rémunération liée au prix à la marge commerciale et aller sur un honoraire. Il faut encore qu'on continue et qu'on modifie ça. Simplement, je l'avais proposé à l'assurance maladie lors de la négociation conventionnelle. Je parle de la convention, hein, donc il y a quelques temps. L'assurance maladie m'avait répondu, ça ne m'intéresse pas. Aujourd'hui, ça nous intéresse tous. Donc il faut qu'on commence de le concevoir. Et pour ne pas qu'il y ait de perdants, ça va demander un modèle économique un peu particulier et pas mal de réflexion. Et ça, comptez sur nous pour le faire. Ça, c'est l'évolution. Et ça, c'est ce qu'il faut qu'on propose aujourd'hui au ministère en disant on est force d'économie, mais économie sur des produits chers qui sont déraisonnablement chers et sur une juste prescription à condition de changer notre mode de rémunération. On ne peut pas faire ça dans notre dos et laisser la mode de rémunération telle qu'elle est actuellement. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai vu qu'il y avait une main levée, Lucie-Hélène. Alors, on passe que par le chat parce que sinon, on va pas s'en sortir. Je vois une question plus pour moi sur la possibilité de recours juridique, Conseil d'État, Cour européenne. Ces instances que vous visez sont des instances suprêmes et donc il faut qu'on fasse des recours intermédiaires. Pour l'instant, tant que le plafond n'est pas tombé, donc tant qu'on n'est pas à l'échéance du 1er juillet, si d'aventure on a effectivement une négociation gouvernementale qui n'aboutit pas, il faudrait pour autant qu'on arrive à démontrer juridiquement un préjudice et surtout une atteinte ou à vos obligations qui sont issues du Code de la santé publique ou à une violation d'une disposition du Code, ce qui pour l'instant n'est pas le cas. Donc, sur une possibilité de recours juridique à date, j'ai pas de solution à vous proposer. Est-ce qu'il y avait d'autres choses? Alors, je vois quelqu'un qui me dit qu'il faut qu'on revienne sur la TVA parce que sur un produit cher, l'État gagne plus que nous. Je l'ai dit un jour en commission paritaire à Thomas Fatome, ça m'a valu une vraie engueulade, je vous promets. Et il m'est tombé dessus en disant que les propos que je tenais étaient inadmissibles. C'est pourtant inadmissiblement la vérité. Pour les PSAD, je vois qu'il y a une question. Les PSAD, donc les prestataires de santé à domicile, oui, les prestataires, on s'en occupe. Croyez-moi, on s'en occupe. Et là, j'ai quelqu'un qui est particulièrement efficace dessus, qui s'appelle Patrick Raymond, au niveau de PACA, qui est en train de les démonter au niveau des ministères et de montrer le coût que ces gens-là ont par rapport à un réseau pharmaceutique. C'est en train de se mettre en place, vous inquiétez pas.
Communiquer aux patients, oui, c'est prévu aussi. Vous avez des affiches qui sont là, c'est pour les patients et c'est pour que vous puissiez aussi en parler. Et n'oubliez pas, quand vous parlez aux patients, de dire que ce qui nous pèse aujourd'hui, c'est premièrement une hyper-administration de notre activité. Hein. Prenez l'exemple des analogues de la GLP1, ASAFO, tiers payant contre carte vitale. Tout ça, c'est dans l'avenant 1. Ça a été signé et aujourd'hui, on nous impose du travail supplémentaire pour pas de rémunération supplémentaire, voire une baisse de rémunération puisqu'on nous pique des sous. Voilà. Et donc, si vous voulez, tout ça va dans le même sens. La baisse des médicaments, du prix des médicaments, ça va encore créer des ruptures, ce qui va encore nous consommer du temps, parce qu'il va falloir que l'on se batte pour trouver les médicaments. Voilà. Donc, c'est tout ça qu'il faut faire passer aux patients, c'est tout ça qu'il faut faire passer aux médias. Et ça, je sais que tous les présidents le font et le font plutôt même très bien. Mais par contre, là, on a besoin de vous. C'est oui, mobilisez-vous. Olivier, Oui. alors on a une question. Quid de tout facturer en ALD pour emboliser les CPAM? Alors oui, mais vous risquez d'avoir des rejets, puisque si l'ALD n'est pas connue par les caisses, vous aurez un rejet. Et il va falloir parce que pour facturer en ALD, il faut que l'ALD soit déclarée. Donc si l'ALD n'est pas déclarée, vous allez avoir un rejet systématiquement, puisqu'il va vous dire pour Pierre-Olivier Variot, il n'y a pas d'ALD, donc le rejet va être fait. Je pense que le NIR, ça m'a été soufflé par la présidente URPS Paris, enfin Île-de-France, pardon, et c'est vraiment, à mon avis, une des meilleures choses à faire. Il y a aussi Donc là, une proposition sur le fait de ne pas vacciner, de faire une menace de non-vaccination lors de la alors, campagne prochaine. j'entends tout ça. Moi, ce que je me dis, c'est que mes meilleurs alliés dans l'histoire, ce sont les patients. Si on a les patients avec nous, on peut gagner. Si on a les patients contre nous, on ne gagnera pas. Alors ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je me souviens aussi d'un de mes présidents qui m'a dit j'ai pas eu le temps de vacciner ma mère contre le Covid, elle en est morte. Plus jamais je ne refuserai une vaccination. Donc voilà, donc moi je compte réellement sur votre pas vaccination, désolé, sur votre implication à tous. On a besoin de tout le monde et on a surtout besoin inonder le président de la République, inondez-le de lettres, inondez-le de vos salariés en disant merci Monsieur le Président, mais grâce aux mesures que vous allez prendre, moi je vais perdre mon boulot. Voilà, allez-y, allez-y. Et je suis d'accord avec vous, la victoire, elle est aussi économique que politique. Si on n'est pas poignardé dans le dos, si on reste unis, si on avance ensemble, je pense on peut essayer de gagner. C'est pas évident. J'ai rencontré un ancien ministre de la Santé, qui plus est pharmacien, et je lui ai demandé, mais où est-ce qu'on va? Est-ce que tu peux me dire un petit peu? Elle m'a répondu, on risque de manger fort. Et je lui dis, ça veut dire qu'on ne se bat pas? Elle me dit, si, bats-toi, vas-y, il faut le faire. Pour la question sur l'arrêt de la sérialisation, n'est-ce pas l'État qui risque une amende? Non. Là, pour le coup, le Code de la santé publique, les dispositions entrées en vigueur, vous visent, vous, comme étant personnes qui seront sanctionnées en cas de non-sérialisation. Que les patients écrivent au PR, oui, allez-y, vas-y Mathieu, fais-le. Et non, pas de la déclaration régionale ne suffit pas, parce que donc l'USPO a fait des déclarations régionales pour ses adhérents quant à ce préavis de grève, mais non, il vous faut faire une déclaration individuelle. Mieux vaut une double sécurisation, une traçabilité. Vous demandez bien des accusés de réception, mais il vous faut vous déclarer. De toute façon, nos coordinatrices ont pris les questions du chat en note pour augmenter une FAQ qu'on va essayer de vous communiquer dès que possible, justement sur ces questions opérationnelles que vous avez et que vous nous avez posées aujourd'hui. Il y a eu une question en disant peut-on avoir un mode de grève plus dur et orienter les patients vers les pharmacies hospitalières? Vous savez, dans certaines régions, les ARS ne réquisitionneront que pour le week-end, pas la semaine. Donc c'est ce qui risque de se passer. Et en plus, en faisant ça, on va emboliser les CPAM et les ARS parce que on va renvoyer vers eux pour trouver la pharmacie de garde qui ne sera pas réquisitionnée, donc qui ne sera pas
sauf si la pharmacie ne s'est pas déclarée de gréviste, bien sûr, sauf si elle veut faire sa garde. Mais autrement, il n'y aura pas accès, autrement qu'à la pharmacie hospitalière. Donc ça risque d'être compliqué pour eux. Mais pour les présidents qui sont connectés, insistez pour que les ARS réquisitionnent ou par les gendarmes ou par les huissiers, pas un mail, pas un courrier. Ça, vous ne l'aurez jamais reçu. Moi, c'est ce que je leur ai dit hier à mon ARS. Envoyez-moi un courrier, je ne le recevrai pas. Envoyez-moi les gendarmes, je lui dirai bonjour, je serai poli et je prendrai ma réquisition. Pas par courrier. Une autre question, Pierre-Olivier, quid de la grève des tiers payants? Alors, c'est une possibilité. La seule chose qu'on a, c'est que là, en plus, on prend les patients en otage. Et vous savez qu'il y a du tiers payant légal en France. C'est-à-dire que le tiers payant légal, c'est quoi? C'est l'accident de travail, l'AME, l'ALD et la maternité. Et aussi tout ce qui est suite à des blessures dues au terrorisme. Et si vous ne faites pas de tiers payant à ces gens-là, à ces catégories-là, eh bien, vous risquez d'être hors la loi. Voilà. Effectivement, donc il y a une vigilance là-dessus. Vous avez effectivement des populations cibles qu'a énoncé Pierre-Olivier, pour lesquelles vous êtes obligé de faire le tiers payant. Facturation, je me permets de lire les autres idées. Facturation des ordobizones en tout ALD présenterait un risque de régime minime. Vous pouvez faire, c'est possible. Bon, après, s'ils vont vérifier, alors ils n'iront pas vérifier de façon systématique, ça c'est certain. Par contre, ils peuvent vérifier en faisant un contrôle d'activité. Et on sait que les contrôles d'activité, là, ils épluchent toutes les factures et après, ils demandent des indus, des commissions de pénalité, etc. Voilà, on a globalement fait le tour. De toute façon, comme je vous l'ai dit, on a pris en note et on vous revient sur ces différentes interrogations qui subsistent. On avait un autre point, deux autres points à l'ordre du jour, il me semble, puisqu'il nous reste, oui, le récap des actions, vous l'avez déjà eu hier. Je vais vous le partager dans le chat tout de suite. Donc, on voulait évoquer rapidement les autres négociations en cours. On avait discuté de la R3C, Pierre, et je te laisse commencer. Alors, la R3C, il s'avère que les étudiants ont sorti une proposition de statut qui soit un statut d'ordre public. Et moi, je ne vois pas comment un statut d'ordre public peut être rémunéré par une feuille de paye qui soit issue d'une pharmacie, qui est un statut de droit privé, la pharmacie. Donc, il y a un souci. Et quand on pose une fois de plus la question à la DGOS pour savoir quel est le statut d'étudiant, qu'est-ce qui va se passer, on n'a pas de réponse. Les étudiants veulent aussi rentrer dans la convention collective de la pharmacie, c'est-à-dire avoir droit à 2 jours et demi de congé par semaine, plus éventuellement un congé paternité s'il devait avoir lieu, mais 2 jours et demi en ne travaillant que 24 heures dans l'officine, puisqu'après il y a une journée de thèse et puis une journée de travail à la fac. Donc là, moi, je leur ai dit que je ne pouvais pas être caution de ça et faire que les étudiants soient une catégorie qui soit mieux traité que mes salariés. Mes salariés, c'est 2 jours et demi pour 35 heures, pas 2 jours et demi pour 24 heures. Donc, ça pose des soucis et en tout état de cause, voilà, je pense que le ministère est un tout petit peu noyé. Ils ont un projet de loi sur lequel ils doivent travailler actuellement. Ça n'est pas pour l'instant beaucoup. Ils ne travaillent pas beaucoup sur la R3C. Je pense, ça n'est que moi qui le pense, que cette année, la R3C ne sera pas appliquée au moins sur le côté pratique, mais sur le volet pédagogique, oui. Et derrière, il y aura sûrement une mise en place pour l'année prochaine, donc 2026-2027. Le circuit financier n'est pas non plus clair, c'est-à-dire que comme vous allez devoir payer presque 1 000 € par mois votre étudiant, il y aura des charges sociales qui vont s'appliquer, normalement que sur la partie au-delà des 600 €, mais on attend encore une vraie confirmation de ça par le ministère du Travail. Et de fait, il y aura de l'argent qui va arriver pour rembourser et le complément au-delà de 600 et les charges. On ne sait pas encore comment ça se passe. Le fait d'avoir un statut de droit privé, si vous enchaînez 2 stages sur le même champ du stage, ça peut être requalifié par l'inspection du travail en CDD, ou en CDI, pardon.
Donc, ça veut dire après devoir licencier le stagiaire. Vous voyez, il y a énormément de questions qui se posent et malheureusement, la DGOS ne nous apporte pas de réponse. Il y avait encore un ordre du jour, tu disais, Lucie-Hélène? Non, c'est bon, ça a été évoqué. Le modèle de courrier adressé au président, il va vous arriver. Je ne sais pas où on en est de ce modèle-là. Oui, ça va arriver. Bon. On a fait le Écoutez, tour sur les outils. Je vous remets encore une fois le lien. Tous les premiers éléments de langage, les affiches, les visuels, tout a été partagé hier par mail. Et dans la journée, il nous reste à vous faire parvenir une FAQ répondant aux différentes questions subsistantes de votre côté, un modèle de courrier pour vos personnels à destination des instances. Et ensuite, à vous de vous mobiliser et de nous informer aussi des retours que vous aurez sur le terrain, auprès de vos politiques, etc. et dites-vous bien qu'on réagit dans une urgence, puisque il y aura dans la production des arrêtés dans les jours et dans les semaines qui viennent. Mais si jamais ça ne devait pas bouger, on continuera à se mobiliser et on continuera à organiser des choses pour la rentrée. Il est hors de question de rester là. Et j'avais dit lors des rencontres de l'USPO qu'on était prêt de nouveau à faire des grèves et des grèves beaucoup plus dures. On est toujours prêt. Simplement, si on veut que ça marche, il faut l'organiser. On ne peut pas le faire en désorganisation, sinon on est sûr de se planter et on sera ridicule. Voilà. Et j'avais dit aussi lors d'une conférence de presse que les blouses étaient encore chaudes et prêts à retourner dans la rue. Croyez-moi, on est prêt. Et ça n'a jamais été pour nous un échappatoire que de faire ça. C'est juste, c'est ce que je vous dis, une organisation qu'il faut faire. Et je ne veux pas qu'on se plante. Et je ne veux pas qu'on mette en difficulté les pharmaciens sur quelque chose qui serait pas juridiquement parfaitement bordé. René Pierre. On t'entend pas. Attends, Mais active ton micro. Active ton... Merci de me donner la parole. Alors, ce que je voudrais, c'est, à titre individuel, mais aussi que vous réagissiez tous collectivement, c'est dire un grand bravo, un grand merci, bien évidemment, à Pierre-Olivier, bien évidemment à Lucie-Hélène, parce que quand je vois qu'ils nous envoient des mails super tard le soir, donc voilà, je vois tous les bravos qui sont là, donc il faut les encourager, il faut les porter, c'est eux, aussi à Patrick Raymond, enfin tous ces professionnels, voilà, qui sont là, qui défendent la profession. Il faut les soutenir, c'est un job de tous les jours qu'ils font, et donc je veux leur dire merci, et je vois que tous les merci là qui sont en bas, faut les réconforter, faut qu'ils sentent qu'on est vraiment là, tous derrière eux, et bien évidemment, on compte sur le plus grand nombre. Je sais que ça va être un effort, je sais que ça va pas être facile, mais il faut être là le 1er juillet, manifester, montrer qu'on est là en nombre, et pas être noyé dans d'autres professionnels de santé. Voilà, merci, bravo à tous. merci René Pierre. Merci à René vous Pierre. tous. Eh bien, écoutez, bon courage et baissez pas les bras, rien n'est perdu. Je dis toujours que le seul combat qu'on a perdu, c'est celui qu'on mène pas. Donc, aidez-nous à le mener, aidez-nous à aller au bout. Et un dernier point qu'on n'a pas forcément évoqué, n'hésitez pas à relayer auprès de vos médias locaux, radio, télé, presse, n'hésitez pas à informer et à partager les éléments que jusqu'alors vous avez en ligne pour pouvoir relayer le message parce que ça va passer par la presse locale et il faut que tous les citoyens soient informés là-dessus. Donc, merci à vous pour votre relais au local et on attend des retours et des retombées rapidement, on l'espère. Merci à tous. Merci à tous et promis, le prochain webinaire, la caméra marchera. Merci beaucoup, bon courage. Bon courage, à bientôt. Au revoir.